Collège des Écossais. Montons vers la place de la Contrescarpe. Une de ces voies privées, comme il y en a dans Paris, qui sont closes malheureusement, auxquelles on ne peut accéder. Valérie Larbaud et James Joyce ont habité ici. Au numéro 75 de la rue du Cardinal Lemoine, l'hôtel des Grandes Écoles occupe un cadre idyllique. Une maison directoire au fond. L'ensemble est de grande beauté. Revenons rue du Cardinal Lemoine. Tournons sur la gauche. Nous passons la pittoresque rue Rollin, déjà vue dans l'itinéraire numéro 1. Nous arrivons sur la superbe place de la Contrescarpe. Je ne la détaille pas en particulier, nous l'avons déjà vue. Ici commençait le faubourg Saint-Médard. On s'engage dans la rue Blainville. La rue de Blainville, ex-rue de la Contrescarpe Sainte-Geneviève. Nous avons fait ce parcours en sens inverse. Sur la placette où s'ouvre la rue de l'Estrapade, on peut voir le dôme du Panthéon, le clocheton de l'église Saint-Étienne-du-Mont et la tour de Clovis. On s'engage dans la rue de l'Estrapade jusqu'à la rue Laromiguière, que nous allons prendre sur la gauche. La rue Laromiguière s'appelait rue des Poules en 1605. Les bâtiments y ont une hauteur raisonnable. Au bout de la rue Laromiguière, la rue Amyot, que l'on prend sur la gauche, on l'appelait autrefois la rue du Puits qui parle, à cause de son écho. Dissimulé par un mur au numéro 7 de la rue Amyot, un pavillon dans la verdure témoigne de l'ancienne campagne autour de Paris. On s'engage dans la rue Amyot. Nous nous rapprochons de la rue Mouffetard. À l'extrémité de la rue, une belle maison à tourelle et à angle arrondi. À présent, à droite, dans la rue Tournefort. Nous longeons la rue Tournefort jusqu'à la rue du Pot de Fer. Et nous allons alors tourner à gauche. Je ne sais pas où est le pot de terre, mais voici le pot de fer. Il s'agit d'une ancienne ruelle qui cheminait dans les vignes au XVIe siècle. C'est une rue populaire qui se couvre de terrasses de restaurants dès les beaux jours. Au numéro 7, portail XVIIIe siècle. Au numéro 1, maison à large pignon sur rue. À l'angle, la fontaine du Pot de Fer a été créée par Marie de Médicis, seconde épouse de Henri IV et mère du roi Louis XIII. À cet endroit, nous rejoignons une rue très connue de Paris, la rue Mouffetard. C'est une rue qui n'a quasiment jamais changé de nom depuis une vingtaine de siècles. Mouffetard voulait dire Montfêtard.
C'est une ancienne voie gauloise qui est devenue voie romaine. Nous descendons la rue Mouffetard dans la direction de l'église Saint-Médard. Les maisons de la rue Mouffetard, la mouffe comme on dit en langage populaire, sont souvent très anciennes, 17e, 18e siècle. La rue Mouffetard sinue et descend vers le quartier des Gobelins. Dans cette rue, en 1938, fut découvert un trésor à la faveur d'une démolition, composé de plus de 3000 pièces d'or d'époque Louis XV. Portail du XVIIe siècle au numéro 81. Vers le bout de la rue, au numéro 96, s'ouvre un passage, la rue Jean Calvin. Ce passage fut percé en 1928. Il avait été question de créer un boulevard ouest-est heureusement abandonné. Dirigeons-nous vers la place Lucien R. Méconnue, la place Lucien R ne manque pas de charme. Rue Tournefort et la résidence Concordia. La place Lucien R a des petites allures de Montmartre. Rue Laumont. Fontaine moderne. La placette est plantée de paulownia. On redescend par la rue Laumont. Belle vue sur la tour de Clovis. Au numéro 55 de la rue Laumont s'ouvre le discret passage des Postes. C'est une déformation. La rue s'appelait autrefois rue des Pots. Cette rue des Postes nous ramène vers la rue Mouffetard. Des solives dans le dernier passage aboutissant à Mouffetard. Vers le haut, la perspective en montée tortueuse. En partie basse, beaucoup de maisons anciennes. La partie basse de la mouffe comporte de nombreux magasins de bouche. Cette maison bien entretenue date pourtant de 1626. On croise à angle droit la rue de l'Arbalète, où se trouvait autrefois le jardin des apothicaires, ancêtre du jardin des plantes. Au numéro 122, nouvelle enseigne polychrome à la bonne source, avec costume d'époque Henri IV. On tourne aussitôt à gauche dans l'étroite rue d'Aubenton. Elle est pittoresque avec ses maisons ventrues. Après le numéro 39, on remarque deux grandes portes murées à un siècle d'intervalle. La seconde juste après l'épisode des convulsionnaires de Saint-Médard. En effet, à cet endroit, sous le règne de Louis XV, se trouvait le cimetière de l'église Saint-Médard.
Un janséniste y avait été enterré et l'on prétendit alors que des miracles, des guérisons miraculeuses avaient lieu en cet endroit. Il y eut de véritables scènes d'hystérie et le roi fut obligé de fermer, de condamner l'accès au cimetière. Entre le 41 et le 43 rue d'Aubenton s'ouvre l'accès à l'église Saint-Médard. Vue intérieure de l'église Saint-Médard. Nous sommes parvenus à présent place Bernard-Alperne. Engageons-nous à droite dans la rue de Candolle. On longe le presbytère et le chevet de l'église Saint-Médard. On débouche rue Monge et rue Censier. Rue Censier qui s'appelait autrefois rue sans chef, c'est-à-dire sans tête. Pénétrons dans le square qui jouxte l'église Saint-Médard. Tout au bout, on se retrouve à l'extrémité de la rue Mouffetard. L'église Saint-Médard est en restauration. Beau plan de tulipes dans ce petit square. Au numéro 134 de la rue Mouffetard, on découvre une très curieuse façade. Il s'agit d'une fresque qui a été réalisée en 1929 en sgraffite. Le sgraffite est du ciment armé. Les motifs représentent du gibier. Il s'agit en effet d'une ancienne charcuterie traiteur. Même les lucarnes sont décorées. Cette façade est classée. En face, l'entrée de l'église Saint-Médard. Si nous étions venus ici le dimanche matin, il y aurait un marché au poulet. Petit coup d'œil depuis le bas de la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, autrefois, s'étendait encore vers le sud. Mais le baron Haussmann a rasé tout cela pour construire la rue de Bazeille. Dans le lointain, on aperçoit la tour Antoine et Cléopâtre, une de ces hideuses tours qui déforment Paris. Depuis l'angle de la rue Pascal, on a une vue d'ensemble de l'église Saint-Médard. Mais on tourne à gauche dans la pittoresque rue Édouard Quenu. Ancienne rue de l'Oursine, elle abritait autrefois une nécropole. C'était le chemin de Saint-Médard vers le bourg de Gentilly. La rue Édouard Quenu nous fait croiser la rue Claude Bernard. Dans celle-ci, les locaux de l'Institut national agronomique. Mais c'est en face de la rue Édouard Quenu que nous empruntons la rue Broca, rendue célèbre par les contes pour enfants de l'écrivain français Pierre Gripari. La rue Broca a un cours sinueux. Les numéros 28 et 30 sont de vieilles maisons. Au numéro 28, cours typique d'un habitat villageois. Après la rue des Lyonnais, on passe sous la chaussée du boulevard de Port-Royal. Derrière nous, les sinuosités de la rue Broca. À partir de cet endroit, on quitte le 5e arrondissement pour le 13e. La voûte
sous le boulevard de Port-Royal, est illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel. On longe le mur de l'ancienne caserne de l'Oursine de 1780, devenue maison internat d'excellence. Maison en saillie aux 77 et 81. Ce passage abritait autrefois d'anciennes mégisseries de la Bièvre, affluent de la Seine. On traverse tout droit la rue Saint-Hippolyte, amputée par le boulevard Arago. On rejoint le boulevard Arago. Le boulevard Arago relie le carrefour Saint-Marcel-Gobelin-Port-Royal à la place d'Enfer Rochereau, où se trouvent les catacombes de Paris. Ici s'ouvre une boucle de 1 km, la boucle des cités d'artistes. On s'engage dans la rue Léon-Maurice Nordman, laissant sur notre gauche la rue Corvissart. Immeuble années 30. Nous croisons à angle droit la rue de la Glacière. On appelle ainsi cette rue parce qu'avant 1890, il y avait ici une zone marécageuse. Des flaques d'eau gelaient l'hiver. On découpait des blocs de glace que l'on conservait dans des puits jusqu'à l'été. Au 138 et 138 bis subsiste un mini hameau de maisons faubouriennes. De la rue se détache un accès vers le square Henri Cadiou, qui jouxte une école élémentaire. Fleurissement des photinias. Dans ce havre de paix, les arbres de Judée sont en fleurs. Revenons rue Léon-Maurice Nordman. Au numéro 147, une cité d'artistes, la Cité Verte. Des immeubles d'habitation anciens au milieu du moderne. Au 152, la petite cité des Vignes. La rue Léon-Maurice Nordman, ex-rue de l'Oursine, rejoint la rue de la Santé. On l'appelle ainsi parce que la reine Anne d'Autriche, femme de Louis XIII et mère de Louis XIV, y avait fondé une institution de santé, transférée aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Anne. Parvenus à cet endroit, rue de la Santé, nous nous trouvons en présence de l'impressionnant mur en meulière de la prison de la Santé, qui date de 1867. C'est le seul établissement judiciaire subsistant dans Paris. On y place les détenus en attente de jugement, mais également du personnel politique. Dans l'axe, on aperçoit le dôme du Val-de-Grâce, qui a été fondé lui aussi par Anne d'Autriche.
c'est désormais un hôpital militaire. Vue générale sur l'impressionnant mur de la prison de la Santé. Pour conclure la boucle des cités d'artistes, il nous reste à repasser par le boulevard Arago. Le boulevard Arago est planté de part et d'autre d'une double rangée de marronniers d'Inde. Une curiosité sur ce boulevard, le plus vieil urinoir de Paris. Pas très ragoûtant. Car vu les odeurs, il sert toujours. Du colza en plein Paris. On repasse devant le square Henri Cadiou. C'était un peintre. Au numéro 65, une autre cité d'artistes, la Cité Fleurie, malheureusement accessible avec des guides conférenciers. Il y a ici 29 ateliers d'artistes. La cité est classée et elle est remarquable par le calme végétal. On trouve ici robiniers, sureaux, glycines, tilleuls remarquables. Les éléments ont été construits en 1878-1880 avec des éléments récupérés de l'exposition universelle qui venait de fermer. La Cité Fleurie hébergea notamment Picasso, Modigliani, Gauguin, Rodin, Mayol. Cette belle maison détonne ici. Le boulevard Arago dévie vers la gauche et nous allons emprunter la rue de Julienne. C'est à ce point donc que se termine la boucle des cités d'artistes. Rue de Julienne donc. La rue de Julienne a été ouverte en 1805 sur une partie des jardins de l'abbaye des Cordelières. Voici le dernier vestige de l'abbaye des Cordelières, qui était en 1674 une des 9 grandes abbayes de Paris. Derrière, l'hôpital Broca, reconstruit en 1982 avec vocation nouvelle de gériatrie, gérontologie. Au bout de la rue de Julienne, on retrouve la rue Pascal et l'on tourne à gauche. On retrouve le boulevard Arago que l'on prend sur la droite. De l'autre côté de la chaussée se trouvent les bâtiments de l'église réformée de Port-Royal. Très rapidement, on tourne à droite dans la rue Berbier-du-Mai. Bien qu'elle soit assez large, jusqu'en 1935, on l'appelait ruelle des Gobelins. En fait, on la quitte presque aussitôt pour emprunter la rue des Gobelins. Dernier regard vers le boulevard Arago pour admirer une belle maison. L'ancienne rue des Gobelins s'appelait autrefois rue de Bièvre. Certaines maisons font saillie. Cette rue nous rappelle que dans le quartier se trouve la manufacture des Gobelins, où l'on fabrique de superbes tapisseries. Le nom est dû à Jean Gobelin, qui était un teinturier du Moyen-Âge. Hôtel de la Reine Blanche.
Encore une maison en saillie. La rue était étroite autrefois. Au numéro 3 bis, la grande maison des Gobelins nous est inaccessible. De la rue des Gobelins se détache la rue Gustave-Geffroy. Quartier tranquille et ancien qui ne manque pas de charme. Nous passons sur les derrières de l'hôtel de la Reine Blanche que nous avons vu tout à l'heure. Il daterait des environs de 1520. L'appellation Reine Blanche ne concernerait pas Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, mais les historiens hésitent entre Blanche de France, Blanche d'Évreux et Blanche de Bourgogne. À cet hôtel du XVIe est joint une annexe du XVIIe réaménagée en appartement. Tout ce petit ensemble est bien charmant. On rejoint la rue Berbier-du-Mai. Les bâtiments rénovés du XVIIe siècle y apparaissent là encore dans toute leur beauté. À ces bâtiments du XVIIe siècle de l'îlot rénovés succèdent des bâtisses avec de hautes cheminées. Rue Berbier-du-Mai, on longe à présent les bâtiments de la manufacture des Gobelins. Des immeubles modernes sur notre droite, avec le square Le Gall. À droite, une des premières réalisations d'Auguste Perret, le magicien du béton armé et reconstructeur du Havre. Ce sont les réserves du mobilier national. Cette réalisation d'Auguste Perret, l'une de ses premières, date de 1935. La rue se prolonge par la rue Croulebarbe, mais nous entrons dans le square René-Le Gall. Au numéro 27 de la rue Croulebarbe, les ateliers d'entretien du métro. Au numéro 33 rue Croulebarbe, la tour Édouard Albert, qui était élève d'Auguste Perret. On l'a surnommé le gratte-ciel numéro 1 de Paris. Il ne mesure que 65 mètres. La tour date de 1959. À présent, concentrons-nous sur le square René-Le Gall. Le square René-Le Gall a été aménagé en 1938 sur l'emplacement d'anciens potagers où les ouvriers de la manufacture des Gobelins venaient cultiver des légumes. Les marronniers sont centenaires. De cet endroit dans la rue, on aperçoit un restaurant basque à l'emplacement de l'ancien cabaret de Madame Grégoire que fréquentait Victor Hugo. Le square René-Le Gall se trouve en contrebas du quartier. Contrairement au restant de l'endroit, il n'a pas été remblayé.
L'allée centrale du square. Un îlot de calme, rive gauche. Sur les murs, en meulière saillante, apparaissent des figurines à la manière d'Archimboldo. On arrive à l'extrémité du square René-Le Gall. On ressort du square, où l'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un chat. On débouche dans la rue Corvissart, que l'on prend à gauche. La place de la Bergère d'Ivry où nous sommes est plantée de paulownia. C'est vers cet emplacement que se trouvait l'ancien moulin de Croulebarbe. De ce point, la rue Corvissart est en pente légère. Elle marque le début de la butte aux cailles. La rue Corvissart s'appelait autrefois rue du Champ de l'Alouette. Au milieu de ces ensembles modernes, quelques modestes maisonnettes subsistent. Boulevard Auguste Blanqui, la barre d'immeubles cache l'élévation de la colline de la butte aux cailles. Le métro aérien, ligne 6, Étoile Nation. Nous voyons le viaduc par ici. La construction de ces boulevards, initialement dits du Midi, a été décidée en 1704 sous Louis XIV, mais réalisée seulement en 1761 sous Louis XV. Paroisse Sainte-Rosalie.